Bonjour tout le monde. Et je suis désolé du retard, hein. C'est vrai que je retarde d'1 h 15 minutes. En fait, vous savez, aujourd'hui, c'est la grande manifestation de la diaspora camerounaise à Genève. Donc, on est en communication avec des camarades du combat. Donc, il y a eu des imprévus. Je suis désolé, mais on est là. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez, 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 hein. C'est un live très très édifiant et très intéressant. Pour ceux qui sont sur Facebook, salut, salut tout le monde. Voilà. La suite de ça va être un live quand même très long et très construit. Donc je vous inviterai juste après, lorsque nous aurions fini sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook de nous rejoindre sur TikTok par après. Euh, ok, c'est bon. Salut, salut, on partage. J'attends juste quand j'essaie de partager, qu'on partage, on partage, on partage. Bon week-end à vous, hein. Profitez du temps, profitez de la famille. Et salut à tous les combattants qui se sont déplacés pour Genève. Salut aux combattants de tout cœur avec vous. Voilà. Voilà, voilà. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. D'aucuns se demanderont pourquoi ce direct aujourd'hui, mais il était important justement d'organiser ce direct. Parce que vous allez observer, depuis 2018, le régime en place veut nous basculer dans un autre débat. On nous bascule vers les accessoires, des débats qui ne construisent justement pas, qui ne cristallisent pas les frustrations des Camerounais. Donc on est dans les accessoires, des débats qui vont amplifier la division du peuple camerounais et fissurer notre société. Et c'est fait exprès, c'est pas fait au hasard, c'est ce qu'il faut rappeler. Ce sont des services d'intelligence qui travaillent dans le but d'empêcher les Camerounais d'avoir une réelle compréhension du bilan de M. Paul Biya depuis 42 ans. Vous allez voir, vous avez un régime qui est incapable de vous dire exactement quel est le bilan qu'ils ont effectué depuis 42 ans. Mais néanmoins, vous allez voir que tous les propagandistes de ce régime, lorsqu'ils viennent sur la toile, un peu partout, ou bien sur les plateaux de télévision, vous allez vous en rendre compte qu'ils, subtilement, ils esquivent ces questions du bilan de M. Paul Biya pour justement se verser dans la haine tribale, qui est un instrument qu'on utilise davantage dans le but de diviser les Camerounais, de les opposer les uns des autres. Et après, vous avez cette grammaire qui est évoquée. On fait croire aux Camerounais aujourd'hui que le fait de dénoncer ou bien de demander l'émergence d'un nouveau leadership politique n'est que une volonté violente de ceux des adversaires politiques du régime en place. Donc, on est dans les inversions de rôle, où on nous fait croire, lorsqu'on tient ce genre de discours, qu'on demande le bilan de M. Paul Biya, ou bien qu'on demande à Paul Biya de partir, parce que nous avions fait le constat qu'ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Il va falloir donc laisser que le jeu démocratique puisse s'opérer, afin que les Camerounais décident de l'homme, ou bien de celui qui pourra prédestiner à la tête de ce pays. On vous oppose juste. Vous êtes barbare, vous êtes violent, personne n'identifie à lui. Maurice Kamto n'est pas réunificateur, il ne sera jamais un président, d'ailleurs Bamleke. Voilà la grammaire et la rhétorique qui est évoquée un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, nous allons faire un exercice exceptionnel. Cet exercice, nous allons vous dresser véritablement dans tous les secteurs. Secteur de la santé, l'éducation, l'économie, le panafricanisme de Paul Biya, et même sur le plan institutionnel, on va évoquer justement la question de la Constitution, la modification de la Constitution dont on impute au professeur Maurice Kamto. Donc, je pense que ce sera très important qu'on puisse en parler. Mais je vais demander à ceux qui sont sur Facebook par rapport à un moment, on va devoir migrer sur, parce que
vous auriez quand même des personnes, des amis que nous avions sélectionnés qui vont s'y pencher sur les questions parce qu'ils ont fait vraiment un travail de recherche formidable dans ce sens-là, qui vont nous éclairer davantage sur la compréhension du fonctionnement de notre État. Parce qu'on cache beaucoup de choses aux Camerounais. Les Camerounais sont plus versés dans la distraction, dans tout ce qu'on voit sur la toile aujourd'hui, mais ne se concentrent pas véritablement sur le devenir de leur État. Et nous autres, nous ne sommes pas des adeptes de la médiocrité. Nous estimons que le Cameroun a un fort potentiel et que finalement, il va falloir des hommes d'une certaine stature pour opérer les véritables réformes afin que le Cameroun puisse décoller. Il est inconcevable de savoir que ce pays qui a été légué par le président Amadou Ahidjo, qu'on l'aime, qu'on le déteste, c'est votre problème. Mais la réalité est que lorsqu'il a laissé cet État, le pays était un État, le Cameroun était un État prospère. Et d'ailleurs, son prédécesseur qui est son successeur, qui est le président Paul Biya, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai hérité d'un pays prospère. C'est pas nous qui le disons, mais c'est le président de la République. Il y a marche, il y a marche, il y a marche, il y a manifestation à Genève, il y a manifestation. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas parti. Je ne vais pas évoquer les raisons, mais il y a marche, nous soutenons, nous sommes de tout cœur, nous discutons avec nos frères qui sont sur le terrain. Il y a marche à Genève. Donc, vous auriez les éléments tout à l'heure. Ne vous dérangez pas. Tout à l'heure, vous auriez les éléments. Et d'ailleurs, si les camarades et les frères seront connectés par après, il n'y aura pas de souci, ils pourront prendre la parole. Ne vous dérangez pas. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons de mon retard, parce que nous sommes en conversation, en communication avec les uns et les autres par rapport à cette mobilisation à Genève pour demander à M. Paul Biya de retourner au Cameroun et de nous dire où se trouve Ramon Kota. Alors, je revenais donc, le président Amadou Ahidjo lègue dans un pays prospère, et un pays prospère à M. Paul Biya, et le président Paul Biya le reconnaît d'ailleurs, il dit qu'il a hérité d'un pays prospère. Et vous avez vu dans la configuration, lorsqu'il décide de laisser sur la pression de la France, il décide de laisser le pouvoir, Amadou Ahidjo crée quand même une configuration où il sera le président du parti. Et le parti, l'UNC, pardon, sera ce parti qui va définir les orientations politiques pour la nation. Donc vous vous rendez compte que le président Paul Biya, malgré qu'on lui a remis le pouvoir, mais Amadou Ahidjo avait quand même gardé non seulement une place importante, parce que les statuts du parti de l'UNC, parce qu'on était dans... on n'était pas dans le multipartisme, on était dans l'unipartisme à l'époque. Donc le président Amadou Ahidjo, qui était le patron justement de la machine politique qui était l'UNC, où les statuts de l'UNC définissaient le parti politique, était en charge de l'orientation politique de la nation. Donc le président Paul Biya devait s'y rendre à Garoua. Écoutez, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide à la marche quand? Je ne comprends rien, monsieur. Quelle marche? Moi, je ne comprends rien de ce que vous évoquez. Pardon. Vous êtes à Genève? Si vous êtes à Genève, ils sont devant l'hôtel Continental. C'est le rassemblement. Il y a une autorisation devant l'hôtel Continental à Genève. Si vous êtes à Genève, c'est devant l'hôtel Continental. Donc, vous tapez la place, c'est pas loin de la place de la Nation. L'hôtel Continental au-dessus. Donc, tapez Hôtel Continental. Si vous êtes à Genève, vous tapez Hôtel Continental, vous retrouvez les autres là-bas. Les camarades sont mobilisés là-bas. C'est une manifestation déclarée et encadrée. Donc, vous pouvez... Je pense que voilà ce que je voulais faire, hein, qu'il faut faire depuis. Ok, ok. J'ai donné l'information, moi je ne comprenais pas. En même temps, je ne lis pas trop les messages. Désolé, chef frère. Ok. Donc, la manifestation, c'est devant l'hôtel intercontinental. C'est une manifestation déclarée et encadrée par les autorités. Voilà. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Donc, lorsqu'il hérite, donc, il doit se déplacer de temps en temps de Yaoundé pour aller à Garoua pour avoir les orientations. Mais après, pour la petite histoire, vous aviez donc des amis et des frères de M. Paul Biya qui lui disent, ben, ayant la réalité du pouvoir, qui n'était pas obligé de se déplacer, aller vers Garoua prendre des instructions. Vous allez donc voir qu'en près de 2 ans, il y a, moi personnellement, hein, je tiens, et d'ailleurs, je crois que le commissaire Ebenezer le rappelait encore, le commissaire qui rappelait que lui, il estime, il a fait un livre par rapport à ça, qu'il estime que le coup d'État du 6 avril 1994 était un coup d'État organisé par M. Paul Biya dans le but de nettoyer les fidèles et les hommes loyaux du président Amadou Ahidjo dans le but d'avoir le contrôle politique de toute la machine. Donc,
Alors, il est donc conseillé à M. Paul Biya de ne plus s'y rendre à Garoua pour aller recevoir des instructions politiques. Donc, il avait la réalité de pouvoir. Voilà donc qu'il a la réalité de pouvoir. Et Amadou Ahidjo, vous l'avez vu, il était écarté, a été chassé du pays. Ça, il faut le dire, tranquillement. Qui est parti, qui a été très déçu. D'ailleurs, il faut savoir rappeler que lorsque le président Amadou Ahidjo optait le choix de M. Paul Biya sous la pression de la France, la plupart de ses collaborateurs n'étaient pas contents, même celles qui lui faisaient le petit cours matinal, PCM, ce qu'on appelle petit cours matinal, n'étaient pas très d'accord sur le choix de la personne de M. Biya. Mais comme c'était des pressions, parce que Amadou Ahidjo, il faut le rappeler, sortait du casting de la France-Afrique, et Paul Biya aussi sortait de ce casting. Donc, il y avait donc cette pression où le président à l'époque français ne voulait plus l'Amadou Ahidjo parce qu'ils avaient des réfugiés et estimaient que véritablement il fallait imposer Paul Biya qui était la meilleure option pour eux dans le but d'encadrer et de permettre que la France puisse garder ses intérêts pour le cas du Cameroun. Lorsqu'il arrive donc, cette économie dont il a reconnu qu'il était prospère, le président Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Ça va dans tous les sens. Parce que c'est une économie florissante avec les plans quinquennaux. D'ailleurs, il y aura tout à l'heure, quelqu'un va s'atteler à bien nous expliquer à l'époque sur la politique d'Amadou Ahidjo. Et subitement, on assiste 2 ans par après. Parce que lui prend la session à la magistrature suprême du président Paul Biya, c'est le 6 novembre 1982. Mais 2 ans après, qu'est-ce que M. Paul Biya vient? Il envoie la première lettre d'intention aux institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Où il pense que finalement, alors que le président Amadou Ahidjo avait construit une économie, où il était très méfiant par rapport aux institutions de Bretton Woods, dont la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que ces institutions étaient celles qui agressaient nos souverainetés et nous mettaient dans un cycle infernal dans le but de ne plus permettre à nos souverainetés d'exister, mais de recevoir le diktat de ces institutions. Et le président Amadou Ahidjo, lui qui avait compris cela, parce qu'il faut retenir, il faut rappeler, Amadou Ahidjo qui était un diplômé du CPE, et on n'arrive pas à comprendre comment ce monsieur avait plus de clairvoyance par rapport au fonctionnement du monde. Alors, monsieur Paul Biya, qui est celui-là qui est sorti des couloirs de l'académie avec une licence, avec une connaissance, etc., et des diplômes, nous n'arrivons pas à comprendre comment ce monsieur qui est revenu, où on croyait justement que c'était le sursaut de la modernité qui devait s'engager pour le cas du Cameroun, et les Camerounais étaient très fiers de lui parce qu'on passait à autre chose, parce que certains Camerounais estimaient que la gestion de notre État était une gestion sous la barbarie, et il y avait trop de bricolage, et c'était un peu très villageois cette gestion. Donc lorsqu'il voit Paul Biya, cet homme jeune, qui était quand même dans les affaires, qui était dans l'administration depuis, mais qu'on estimait que celui-là devait apporter la modernité et devait ouvrir le Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente la première lettre d'intention, et voilà, il y a des négociations qui se suivent. Le FMI et la Banque mondiale entrent. Vous aviez dans les années 90 déjà qui commencent des talages. On est déjà dans le démantèlement des sociétés que nous avions, les sociétés nationales. Nous avions acquises sur la vision du président Amadou Ahidjo. Vous avez des sociétés qui vont disparaître par après. Semri, Camchib, etc. Vous connaissez toutes ces sociétés. Ce n'est pas le temps pour nous de les résumer aujourd'hui. Il y a tout un démantèlement, on privatise. Il y a même un saucissonnement des salaires de nos parents. À l'époque. Ça, c'est Paul Biya, avec les questions de dévaluation, etc. Donc, il permet justement que ces institutions puissent entrer, s'infiltrer dans notre économie et mettre tout à terre. Voilà donc comment se construit les difficultés et la précarité commence à se généraliser pour le cas de notre pays. Ça, c'est Paul Biya. Et ça, au lieu que le président de la République, M. Paul Biya, concentre ses efforts pour la construction d'une économie qui pourra satisfaire tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on va assister? On va assister à une dislocation de la société camerounaise, l'amplification de la haine tribale, parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui, il faut le rappeler. Dans les années 90, ça existait déjà. Vous avez la notion, même si le colon, même avant les colons, déjà la notion du tribalisme existait déjà, hein. C'était déjà un schéma, mais M. Paul Biya va comprendre qu'il doit utiliser ces marqueurs dans le but de diviser le peuple camerounais et se maintenir au pouvoir. Parce que la plus grande crainte, le président, M. Paul Biya, ce régime, ils savent très bien que le jour où les Camerounais auront le même discours, le même langage, même au sein de son gouvernement, son pouvoir sera mis en péril.
C'est pour ça qu'il a travaillé à ne pas construire le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Bon, vous allez me dire comment on peut expliquer. Et regardez sur les plateaux de télévision. Vous avez des hommes qui sont bien identifiés. On va prendre la question M. Elimi Lobin. Elimi Lobin, lui, s'assume d'être tribaliste. Il est reçu dans les plateaux de télévision et il diffuse la haine tribale sur les panels. Et il n'est pas inquiété alors que le code pénal condamne des propos tribales haineux. Des propos qui stigmatisent. D'ailleurs, elle a été ratifiée encore en 2000. Il y a un texte qui a été modifié sur le cadre du code pénal en 2019 pour s'attaquer à des personnes qui, par leur prise de parole, pourront créer la division, la stigmatisation des communautés. Mais ce monsieur, depuis lors, se balade sur les plateaux de télévision, il fait même des tournées et il n'est pas inquiété. Il n'est pas le seul, ils sont légion. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir pareillement des gens qui s'assument, qui ont créé des panels qui sont très bien identifiés. Et d'ailleurs, on a tellement d'éléments contre eux, et nous le disons tout le temps, vous répondrez. Vous répondrez le moment venu. Parce que le régime va passer. Nous ne l'évoquons pas, parce qu'on est juste dans une dimension d'évocation, mais nous nous préparons au départ de ce régime en 2025. Et c'est parce qu'ils sont conscients de ça qu'ils sont aux abois. Donc, il va techniquement diviser les Camerounais scientifiquement. Et malheureusement, vous avez, non pas seulement des petits gens, mais il peut y avoir des gens par ignorance qui sont versés dans un tribalisme primaire, ce qu'on va évoquer. Mais vous avez des personnes qui sont payées, financées, dans le but de véhiculer. Moi, j'ai vu sur la toile un monsieur qui allait à l'ambassade recevoir quelques perdièmes. On l'a vu 2 fois. Et nous avons le témoignage. Et il vient sur la toile, sur TikTok surtout. Le monsieur vient, et il l'organise, ils sont plusieurs. Ils organisent des panels dans le but de stigmatiser les communautés et ils ne sont pas inquiétés. Pour le cas du Cameroun, c'est pareil. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, ceux qui gèrent cette nation savent très bien qu'ils n'ont plus d'éventualité politique. Ils ne peuvent plus rien proposer au Cameroun. Mais comme ils ont besoin de se fossiliser au pouvoir, ils vont donc exploiter ces contradictions et ces fragilités qui existent entre nous dans le but de se maintenir. Et vous allez voir, donc des gens, pour avoir, parce que ces gens, malheureusement, j'ai pitié quand je vois leur vie, hein, c'est déplorable, et elle est misérable, cette petite, de vendre déjà sa dignité pour avoir quelques perdièmes, des 50 euros, etc., de temps en temps, des dépannages ponctuels. Cet argent qui ne pourra véritablement pas opérer des transformations dans leur vie personnelle ou même familiale, mais tout au contraire, qui se livre à la nation, à l'opinion, avec une telle laideur morale dans le but de diviser les Camerounais. Et qui, pour nous, laisse des marques individuelles dont on ne pourra jamais. Moi, quand je vois l'image de telle personne, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les nommer, parce que c'est des petites personnes, mais néanmoins, nous, on les connaît, ils sont très bien identifiés, et je félicite le travail que beaucoup de Camerounais essayent de faire pour les identifier davantage. Mais c'est déplorable que des gens s'y jettent à ce jeu et s'amusent. Même s'il peut y avoir des injustices, même s'il peut y avoir des éléments qui divisent ou bien qui fâchent, mais si on est dans un état de droit, portez plainte, plaignez-vous. Qu'est-ce qui explique que même si quelqu'un pose un acte, on va incriminer toute sa communauté? Parce que la personne, l'individu n'est pas responsable de toute sa communauté. Mais vous voyez que c'est un construit politique dans le but d'empêcher certains Camerounais de parler. Aujourd'hui, au Cameroun, on veut faire croire. Et nous sommes tellement choqués. Moi, j'ai vu quelqu'un, un Africain, mais hier, par exemple, je l'ai vu dans un panel, je suis monté. Peut-être vous aviez vu ça sur TikTok. Un gars qui a fait, on m'a envoyé cette vidéo, que je connais, on connaît très bien sur les panels, et Dani, ceux qui le connaissent, Ameda, qui fait souvent des analyses géopolitiques très intéressantes d'ailleurs. Et sur le cas du Cameroun, il a fait une analyse péremptoire, erronée. Et il nous connaît très bien, quand même, il pouvait avoir des avis. Parce que lorsqu'on est quand même dans l'exercice de la production intellectuelle, il faut une certaine rigueur et objectivité.
En ce sens que vous n'avez pas juste besoin d'écouter une seule partie. Écoutez toutes les tendances et faites-vous votre propre opinion et vérifiez tous les éléments que vous aviez. Mais le gars fait une démonstration sur le cas du Cameroun. Il dit que le Cameroun va être déstabilisé et que les entrepreneurs de la déstabilisation, malheureusement, sont certains Camerounais investis par ailleurs. Moi, j'étais choqué. Hier, je suis venu dans le direct. Malheureusement, il est parti. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a vu. Mais moi, je le cherche. Mais je suis monté. Les frères, c'est des amis de l'Afrique de l'Ouest, m'ont permis de monter. Je suis monté. Bon, j'ai fait, on parlait du Mali. J'ai essayé de poser mes questions que je pouvais poser. Mais j'ai dit à celle qui m'a accueilli sur le TG, belle fille, moi je suis venu sur le panel parce que je cherche Dani. Moi j'ai un contentieux avec Dani. Il faut qu'il m'explique son histoire. Et je lui ai dit, même dans le post, j'ai écrit un post, j'ai dit, Dani, ton histoire s'y est commandée. Je suis convaincu que tu as pris des perdièmes. Et c'est comme ça que ce régime fonctionne. Tu ne peux pas faire une analyse de la structure politique camerounaise et rester toujours à faire croire que le Cameroun est victime d'une déstabilisation. Je suis désolé. Je suis désolé. Paul Biya est reçu en France. On dresse le tapis rouge. Mais est-ce qu'on peut faire ça à Simi Gota? Est-ce qu'on peut faire ça au général Tchani? Est-ce qu'on peut faire ça à Ibrahim Traoré? Pourquoi les Français ne le font pas? Même le coup d'État, le plus malhonnête de l'un des dangereux là que nous guettons, celui qui a arrêté notre compatriote Steve Akam, Olingi. On dresse le tapis rouge à Olingi, à Paris. Et vous nous dites que ces personnes-là sont déstabilisées. Alors que ce sont ces gars qui protègent ces personnes. Qui veut déstabiliser le cas du Cameroun? Si un seul instant, Dani, peut-être tu m'écoutes. Allez dire à Dani, Almeida Dani fait beaucoup de problèmes, il parle beaucoup des questions de géopolitique. Pour le cas du Cameroun, tu t'es trompé, frère. Parce que sur les questions géopolitiques, nous parlions de ça depuis. Tu le sais très bien, sur des panels. Nous analysons. Et pour le cas du Cameroun, c'est une grosse escroquerie. Et si pour vous, la géopolitique, c'est de permettre à des dictatures de se maintenir au pouvoir, nous allons vous combattre. Si l'on voulait déstabiliser seulement la question anglophone, mais tout à l'heure, on va vous démontrer ça tout à l'heure, que la zone anglophone, le pétrole anglophone là-bas, est contrôlé à 1000, je ne veux pas exagérer, à 99, à 999% par la France. C'est eux qui contrôlent le pétrole là-bas. Et en quoi? Quand les Français ont déjà des concessions pétrolières dans cette zone sud-ouest, pourquoi les Français devront-ils déstabiliser cette zone? Quand ils ont déjà à 99,99% de concessions, on va vous le démontrer tout à l'heure. C'est pour ça que je vous invite, tout à l'heure quand on va finir avec vous sur Facebook, il faut venir sur TikTok, parce qu'il y aura un exposé avec preuves et éléments. Comment les Français veulent déstabiliser une zone où ils contrôlent déjà tout le pétrole? Si les Français n'avaient pas le contrôle de ces richesses, la cause anglophone, je vous assure, Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Parce que la majorité des Camerounais sont d'accord qu'ils doivent partir. Et ce n'est pas pour rien qu'il organise l'offensive diplomatique. Moi, j'ai un ami, Alexandre, merci. Il m'a envoyé très tôt le matin hier. Le Cameroun est en voie de reconnaissance d'une ambassade de l'Ukraine au Cameroun. Toi, ça t'a pas été... On va aussi parler du Sénégal. Le Sénégal, moi j'étudie en Congo, moi je vous aime beaucoup. Mais franchement, moi-même, de plus en plus le positionnement de Diomaye aussi, moi, je soutiens beaucoup le Sénégal. J'aime beaucoup. Mes frères, à un moment, je vais encore, bon, je ne vais pas me prononcer encore. Je questionne encore l'orientation parce que j'estime que on ne peut pas avoir la même méthode. C'est pour ça que je donne encore de crédit. J'attends pour le cas du Sénégal. Je suis encore très calme. On te dit que le Cameroun est en voie de reconnaissance de l'Ukraine. On t'a dit qu'il fait ça pour rien. Mais pourquoi on veut imposer d'ambassade là-bas?
C'est parce qu'en Centrafrique, partagez le direct, appelez, partagez le direct, parce que tout à l'heure, je vais faire monter les gars. Colonel, tous les gars sont là, partagez le direct. Partagez, ça va, ce soir, on va vous blesser, on a tout le temps, c'est samedi. Si toi, tu vas aller danser, faire le fête, laisse-nous, on ne danse pas, on ne fait plus de fête. C'est à 2025. Donc partage ça. Partage. Parce que tout à l'heure, là, on ouvre seulement, ça va taper fort. Avec les... Donc, quand je vais me fermer sur Facebook, suivez-nous seulement là-bas sur TikTok. Allez sur Facebook. Nous, on nous dérange ici trop. Là-bas, c'est interactif. On va ouvrir tout à l'heure. Le gars est en voie de connaître d'une ambassade en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Russie est de l'autre côté, en Centrafrique. Vous n'avez pas vu que la guerre s'est déportée? Qu'est-ce qui se passe au Mali? À la frontière Algérie et le Mali. La petite ville de Tamziri, machin, là où il se passe la guerre. Il y a 4000, presque 4000 rebelles de nations diverses qui sont encerclés dans cette zone par l'armée de l'AIS. On te dit que là, tu as des mercenaires, des Français, les gars de l'Amérique du Sud, tu as les gars de l'Algérie, tu as les gars de la Côte d'Ivoire, les gars de telle nation, Mauritanie, les gars, tous, une coalition internationale contre le Mali. Les Ukrainiens sont là-dedans. Parce que la guerre qui se passe en Ukraine, on vous l'a dit, il y a une déportation de cette guerre. L'Ukraine estime aujourd'hui que dans sa stratégie, elle doit déplacer cette guerre, attaquer les cibles, les pays qui sont en phase avec le bloc de l'Est. Vous êtes malade. Pour bien être au sagesse ici. Non, ce n'est pas une sagesse. C'est le ponce-pilatisme. Ce monsieur est dangereux. Dans le combat de suivi de l'humanité, il faut un positionnement, un alignement idéologique, politique et philosophique. À un certain moment. Cette question ne balbutie plus. On sort de la diplomatie qui est fonctionnement hypocrite. Il faut se positionner. Ce monsieur est dangereux. Mais s'il n'est pas un Africain dont vous évoquez, dont vous le dites, mais qu'est-ce qui se passe? La géopolitique internationale. Ce monsieur doit se positionner. Il va falloir se positionner clairement. Parce que ce qui se passe, les neutres, c'est pour ça que nous on a des problèmes avec ceux qui jouent un peu avec la neutralité. Ça nous pose problème. Parce que ce qui se passe dans le monde, à un moment, tout le monde devra faire un choix. Il n'y a pas de chauve-souris. Ni oiseau, ni animal. On ne veut plus ça. Les circonstances vont imposer les nations de se positionner de manière géopolitique. Choisir son bloc. Tu attends ça. Il est là, il reconnaît l'Ukraine. L'ambassade. Ça va devenir, le Cameroun va devenir une base arrière pour finir et stopper avec la Centrafrique. Parce que depuis, le président Touadéra l'avait dit, la construction de la sécurité de la République centrafricaine est de plus en plus menacée à cause de son voisinage. Il avait ce problème avec le Tchad par le passé, où le président Déby qui a été mis en difficulté par la communication des Centrafricains et d'autres Africains pour les aider. Le président Déby, ayant été exposé, a compris qu'il fallait prendre un recul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son assassinat, pour nous autres, nous questionnons encore l'assassinat du président Déby. Mais dernièrement, rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le président Bozizé, lorsqu'il a été renversé, a fui aller se loger en Ouganda, chez Museveni. Mais il est retourné par le soutien de Museveni. Il est passé par le Cameroun. Et l'assistance militaire, le conseil militaire technique, était logé à l'ambassade de France. Et c'est un homme d'affaires français. Colo, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Qui gérait ça, qui donnait l'expertise militaire pour déstabiliser la Centrafrique. Et où ça s'organisait? À l'est du pays,
Bozizé à l'est du pays vit là-bas. Et ils avaient des informations biaisées. C'est-à-dire, les FACA, l'armée centrafricaine, n'était pas encore en reconstruction. Elle n'avait pas d'effectifs. Il n'y avait pas une professionnalisation de cette armée. Donc il était temps d'attaquer. Mais malheur pour eux, lorsque la rébellion est entrée, ils ont été déboutés, chassés. Prenant fuite, ils sont entrés en zone camerounaise. Lorsque les FACA, sachant qu'il y a un droit de poursuite, dans le but de combattre le trafic transnational, dans le but de combattre le terrorisme et les rébellions, les gars voulaient poursuivre. On a vu des militaires camerounais empêcher l'entrée des FACA. Tu entends ça? Empêcher l'entrée des FACA. Et vous me dites, c'est un panafricain ce Paul Biya. Et quand l'Ukraine vient comme ça, que vous représentez l'Ukraine vraiment, sur le système international? Que vaut l'Ukraine? Non, franchement, que pèse l'Ukraine? Pour que le président Paul Biya accepte que on mette une ambassade ukrainienne au Cameroun. Qu'elle représente? Dites-nous, quel est le poids de l'Ukraine aujourd'hui sur la configuration politique internationale? Qu'est-ce qu'elle représente? Mais elle ne représente rien du tout. Mais c'est une pression de la France. On sait très bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, en dehors des États-Unis, la France a pris. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron rappelait encore qu'il était prêt à envoyer des soldats pour aller combattre la Russie. Et le ministre, la preuve l'avait dit ici, le ministre des Affaires étrangères russe, il avait dit les attaques que la France, le positionnement de la France est consécutif du fait que les Russes sont en train d'aider leurs amis en Afrique de se libérer du diktat et du partenariat français. Voilà pourquoi les Français en veulent aux Russes. Et d'ailleurs, les services de renseignement ont été rapprochés dans une discussion très élargie. Oui, demander aux Russes de stopper leur influence pour le cas de l'Afrique. Et eux aussi feront des concessions par rapport à la guerre en Ukraine. C'est le paramètre qu'il faut comprendre. Et les Russes, qui ont notre conception du partenariat, qui ont notre conception de la diplomatie, ont refusé de se prêter à ce jeu de soumettre les peuples et les populations et les pays. Voilà pourquoi on veut abattre la Russie. Et donc, lorsqu'ils décident, on impose à Biya. Biya accepte ça. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre l'enjeu. Quand Biya accepte donc de mettre ça, c'est parce que Biya a besoin du soutien de la France pour 2025. Parce que Biya estime qu'il va tuer les Camerounais en 2025. Et la France devra se taire. Moi, je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que personne ne peut accepter quand tu es Camerounais pour un grabataire de 92 ans. Donc, ce qui est bizarre avec vous, c'est que même la nature va jouer contre vous. La France va faire ce qu'elle a fait en 2018. Elle va vous dire, je ne suis pas là, mais si ça passe, tant mieux. Mais si le peuple exerce la pression, nous on se positionne. Pourquoi? Parce que la France fonctionnement évolue avec une certaine duplicité congénitale. Elle ne peut pas miser totalement sur Paul Biya. Il peut avoir des paramètres dont elle n'a pas vu, qu'elle ne maîtrise pas, qui court-circuitent les stratégies qu'ils ont adoptées entre eux. Donc le fait qu'il peut avoir Sarkozy qui discute avec les Français n'est pas une garantie qu'il va se fossiliser au pouvoir en 2000. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir, tout mouvement qui naît, ils doivent contrôler. Il doit mater, il doit tuer, il doit étouffer. Tu n'as pas vu un mouvement là, par Hyper Gombo,
On était sûr que le mouvement de Hyper Gombo, les Tchoumo étaient là. On arrête, on exploite, on trouve qu'il n'y a rien. Un chemin. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et le premier ennemi de la République camerounaise, c'est le MRCO. Peut-être tu ne sais pas, nous on va te dire. Ce n'est pas le Boko Haram. Ce n'est pas le Boko Haram. Le MSC fait peur ce parti. Et d'ailleurs, l'histoire de Hyper Gombo, c'est pour ça que je suis très d'accord. Valsora avait vite vu. Quand il a vu. Parce que les politiciens au pays là, quand tu vois, ils sortent quelque part. Même si tu saluais un événement, dis seulement que non, ici là, non, non, mais le doute. Et nous, on a eu l'info. On a appelé expressement les avocats là de venir dans le dossier. Et c'est le régime qui appelle. Pour évacuer les gars du MSC. J'ai parlé. Oh, je parle, j'ai parlé. Ouf. Moi, c'est ça. J'ai parlé. Et du jour au lendemain, on veut vous faire croire que l'avocat est très fort. Mais où sont-ils pour le cas de Ramon Kota? Mais les avocats là sont tellement forts. Et il y a un avocat qui a réuni même des jeunes à l'hôtel en leur disant, écoutez, on va faire du business ensemble. C'est très important ce que vous aviez. Bon, on me dit que je ne parle pas trop. C'est pour ça que votre histoire de Hyper Gombo, c'est un imposteur, je l'ai dit. Imposture plus. Vous n'avez pas m'enlever ça. Vous n'avez pas enlevé ça dans ma bouche. On ne trahit pas mon combat. C'est trop cher. On ne trahit pas ça. On m'a même bloqué dans des pages. Bloquez-moi, je m'en fous. Ouf. Quand vous ne dites pas la vérité, nous avons l'obligation de vous dire. Parce que ce pays doit transformer. On doit transformer. Et transformer ce pays, c'est les mentalités. Tu entends ça? Bon. Tu dis qu'on fait une fixation. Ouf, on ne fait pas une fixation. D'ailleurs, c'est un schéma. Maintenant, Hyper Gombo est en train de faire comme les Malep, ou bien c'est les Malep, le type qui avait créé les histoires de banque numérique là, les Limap. On dit que hier, dans son direct, le gars dit que Hyper Gombo dit qu'il est expert, c'est un trader. Et il demande aux gens, venez prendre conseil en inbox. Et c'est ça que vous voulez ériger dans notre société. Mouf! Quand nous on est là, vous mentez. On va vous faire ça dur. Il n'y a pas question d'enfant. Si pour bien ça t'intéresse de jouer, nous là, on doit vous démasquer tous. Non seulement pour bien, avec tous ses complices. Donc dis que je fais une fixation sur Hyper Gombo. Hyper Gombo. Méfie-toi. Il a dit ça. Je ne vous raconte pas des conneries. Il a fait un direct hier. Il dit que, écoutez, moi-même, mon domaine d'expertise, hein, c'était même, j'étais même trader. J'aime ça. Le trading. Donc, Hyper Gombo, avec les dons qu'il a reçus là, le gars est dans le trading. Tu entends ça? Et il a demandé aux gens, si vous voulez des conseils, venez me voir en inbox. Et c'est ça que vous dirigez dans cette société. Ouf! On va taper. Et on va continuer à taper. Les avocats là sont où alors? Pour Ramon Kota. Ils ont subitement disparu. Où sont-ils? Où est Ramon Kota? Mais la façon dont vous avez attrapé l'histoire de Hyper Gombo, mais attrapez aussi l'histoire de Ramon Kota, parce que c'est lui qui en demande même le plus. L'autre a même invisibilisé son combat, sa mobilisation. Mais où êtes-vous, maître? Les 2 maîtres là, vous êtes où? Les 2 maîtres là, vous êtes où? Vous ne voyez pas Ramon Kota? Ouais, mon pays. Mon pays, qu'est-ce que tu deviens? On veut faire croire
au Cameroun que tout le monde est fake. Vous mentez. Je l'ai toujours dit. Si le faux existe, c'est en fonction du fait qu'il existe le vrai quelque part. Ne vous découragez jamais, chers frères. S'il y a des jeunes fake, sachez qu'il y a des jeunes aussi vrais. Nous, on en connaît. Nous autres même, nous sommes là. On en connaît une multitude. S'il y a des répètes de politiciens fake, ne vous dérangez pas. Il y a des bons politiciens. Il y a des politiciens sérieux qui savent là où ils iront. Qu'on ne vous décourage pas. Et c'est pour ça que nous soutiendrons toujours. Nul ne peut nous dissuader par rapport à ça. Mais le jour où tu perds la route, on casse, on t'expose. Parce que c'est trop. 42 ans, c'est beaucoup. On ne blague pas avec. Je vais m'arrêter parce que il n'était pas question que je mène un monologue. Je dis surtout pour les gars de Facebook. Si tu es sur TikTok, je t'invite de nous rejoindre. Parce que le bilan de Paul Biya sera posé sur la table. Nous allons donc te montrer en 42 ans qu'est-ce que Paul Biya représente pour le cas du Cameroun. Écoute, pour sortir, toi qui es sur Facebook, je vais d'abord te lire ceci. Donc, j'adore les couleurs. Parce que c'est trop. On doit démonter ces gars. Ça, c'est notre mission. Voilà où le débat va commencer. Le régime en place ont lancé des projets et des projets. Certaines promesses de campagne, des réalisations. En réalité, depuis 2015, s'il fallait suivre le programme PNUD, nous devions quand même être un pays un peu à l'aise. Mais l'homme des grandes ambitions et des grandes réalisations, dans ses promesses, vous allez donc comprendre. Voilà les promesses de Paul Biya. On va les lire. Quelqu'un a fait un travail. Énumérez toutes les promesses de ce régime. Et vous explique que ça n'existe pas. Il y a même d'autres qui ont commencé où on a volé de l'argent. Paul Biya n'inquiète pas ces gens. Je vais énumérer ça. Après, on va immigrer sur TikTok pour 23,3 milliards de francs CFA, contrat attribué pour industrialiser la filière du manioc en 2015. La personne dit, nous sommes en 2024. Ça n'existe pas. Tu as vu une société, on dit que voilà, on a déboursé 21 milliards pour industrialiser la filière du manioc. Parce que le manioc, là, seulement le manioc, c'est une industrielle. Le manioc seulement. Tu prends le manioc, à partir du manioc, tu fais des médicaments. Tu transformes le manioc en plusieurs phases pour avoir la nourriture. C'est un aliment complet. À partir du manioc, tu fais les médicaments. La sève amère, là, on fait du médicament. Donc, derrière le manioc, là, c'est une industrie incroyable. On dit que ça n'existe pas. Un investissement de 3,5 milliards de francs CFA pour produire et transformer 10 900 tonnes de maïs dans le Noun en 2017. C'était un projet. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. En 2024, ça n'a jamais vu le jour. Création d'un centre d'analyse des produits agro-industriels en 2017. C'était encore la promesse de papa, grande réalisation et grandes ambitions. Nous sommes en 2024, il n'y a rien. Le Cameroun vise le leadership mondial de la production d'anacarde grâce à un programme visant à planter 100 000 hectares d'anacardiers en 2017. Rien n'existe. Aujourd'hui là, en 2024, rien n'existe. Première expérience, ELEN, c'est les énergies renouvelables là. Donc, ELEN, c'est les énergies à partir des vents. Donc, on dit qu'il y avait une première expérience ELEN annoncée sur le mont Bamoutos, dans l'ouest. On dit que ça n'existe pas.
En 2020, il a promis une augmentation des allocations familiales de 2500 à 5000 francs. Non seulement l'augmentation n'a jamais eu lieu, mais les 2500 d'avant ont cessé d'être payés. Tu entends ça? Paul Biya a promis en 2020 que les allocations familiales, il y aura une augmentation. Avant, c'était 2500. Que cette fois-ci, ça va passer de 2500 à 5000. Allocation familiale dans les gars en Europe. Les chebas. Les chebas. Il dit que ça doit passer de 2500 à 5000. On te dit que non seulement ce n'est jamais passé, les allocations familiales là, ne sont jamais passées de 2500 à 5000. On dit que même les 2500, donc ils annonçaient que ça n'existe plus. Ils ont taillé ça. Et ces projets-là, la majeure partie ont été financés. Hein. Je dis bien, l'argent est sorti hein, pour ces projets que j'évoque là. Il y a l'argent qui est sorti pour ces projets. Après, on dit que le président Paul Biya combat contre la corruption. Premier corrupteur. Le Cameroun, voilà le grand panafricain Paul Biya. Le Cameroun va lancer son satellite en 2019. Nous sommes en 2024. On a vu le satellite. C'est toujours la promesse de ceux qui nous gèrent. En 2019, ils ont dit que nous aurions notre satellite. Est-ce que tu as même vu une bouteille? Est-ce qu'on a même fait l'essai? Parce que même aux Aïe de Mobutu avait quand même fait l'essai, même si ça avait raté. Est-ce que tu as même vu une bouteille monter dans les airs? C'était la promesse de 2019. Et il y a un ministre qui a dit, il y avait quoi avant? Voilà les gens. Projet de basculement du Cameroun à la télévision numérique TNT. Ça là, c'est mon domaine. Ceux qui nous connaissent. Ça, c'était au moins mon domaine. Moi, j'ai un frère qui a une société. Dans ce sens-là. Et je me rappelle que mon frère avait bouffé une tontine. Parce qu'il est dans ces histoires. Pour faire tout son réseau. On les demandait et il voulait donc les décodeurs. Je me rappelle que il m'avait même sollicité pour ça. On était obligé de prendre des fonds parce que on les demandait de sortir du système analogique pour celui du numérique. On mettait la pression. Il était obligé de mobiliser un peu les fonds de partout. Nous avions mobilisé par rapport pour sauver son entreprise parce que pour c'était bien. C'est vrai qu'on les avait surpris, on les avait donné des délais, donc il fallait migrer. Parce que moi, je travaillais souvent avec mon frère dans ce sens-là. Et c'est tellement urgent, je dis, bon, ça va, c'est un sursaut de modernité, on va. Je pense, ma maman, tout le monde, les frères, on s'est mobilisé par rapport à ça parce qu'il fallait sauver l'entreprise de mon frère. Dans ce sens-là. J'ai dit, mon frère, Joe, vos histoires de passage à numérique, là, c'est comment? Joe, l'histoire de passage au numérique, là, c'est comment? Ça ne s'est jamais réalisé, nous sommes en 2024. Les câbles opérateurs avaient chuté, des décodeurs, etc. Jamais. Usine de transformation. Non, si tu connais, fous-nous le camp. Emmanuel Isola, fous-nous le camp si tu connais. Les autres ne connaissent pas. On doit dire. Ce sont les gars du RDPC. Quand on leur évoque, il faut répéter ça. Si tu n'as pas compris qu'en pédagogie, la répétition est mère. De la pédagogie, ça ne sert à rien. Le but de cela, c'est vous exposer vos propres contradictions, vous qui soutenez le RDPC. Et s'il faut chanter ça chaque matin, nous devons chanter ça au Cameroun. Le but, c'est exercer l'électrochoc pour des personnes qui sont sur envoûtement diabolique comme toi, afin que vous sortiez de là. On doit vous rappeler ça. Les Camerounais ne savent pas. Nous devons le dire. Même si tu connais, nos Camerounais là qui nous écoutent, ne savent pas. Et nous avons l'obligation de leur transmettre cela aussi facilement qu'ils comprennent. Parce que vous esquivez cette question dans le but. Pour vous, vous voulez qu'on reste. Nous, on a assisté à un panel hier. J'étais content. J'étais content. Avec des amis des camarades, nous avons assisté à un panel hier.
Et sur ce panel, je vous assure, je suis pas bien. Souvent, je suis très mal à l'aise d'être dans des panels avec des tribalistes qui s'assument. Pas parce qu'on nous a dit, mais on a des vidéos. Et sur le panel, moi j'ai identifié des tribalistes. Maintenant, celui qui nous a invités, on a invité un de nos amis du combat à ce panel. Parce que nous autres, nous on ne marche pas en rang dispersé. On est structuré. On est ordonné. On se soutient. Il y a une chaleur, une fraternité. Quand un de nôtres est quelque part, nous allons écouter, assister. Parce que les autres sont tellement cyniques qu'ils peuvent mettre la pression. Donc nous sommes arrivés. Moi-même, je ne m'attendais pas à monter. Le modérateur, qui me connaît, m'envoie une invitation. Je dis, lui-même, il m'aime pas trop. Et d'ailleurs, j'étais dans un autre direct avant où il me massacrait, les tout sont violents, etc. Tout. Les gars ont pris le souhait, nos gars, de lui ramener à la raison, correcte et propre, de quelle violence tu veux parler. Et donc, quand nous sommes montés, moi j'ai vu les tribalistes là monter, j'ai dit, ok. Et nous avons regardé le débat. Et ici, là, ça doit être un débat véritablement très élevé. Qu'on ne glisse pas. Parole, on tape économie du pays, analysée. On plane le décor. Mon ami et frère du combat me donne la passe. Je viens encore, je mets aussi la peinture. Un tribaliste là répond, il prend. Même le modérateur, qui n'est pas souvent très d'accord avec nous, le modérateur dit à ce monsieur, dis donc, sors les arguments mon frère. Tu n'arrives. Lui, c'est quelqu'un, son débat. Quand on ne sera jamais président, un Bamileke, il adore ça. Quand tu le sors dans le couloir du tribaliste, il est perdu. Le gars était perdu. J'allais mourir de... Et pas pitié. Parce que nous, on doit exercer quand même de l'élégance. Je suis dit, papa éloge, reste sur le panel. On va aller boire le fort après, calme-toi. Et si le niveau est haut, accepte seulement. Le gars est obligé de disparaître. Or, le monsieur a été formé. Je peux vous montrer sa vidéo. Hein. Il a été formé. Si je vous montre sa vidéo, vous allez mourir de... Il est formé à insulter les Bamileke Maurice Kamto. Voilà le truc. Mais quand tu les poses des questions sérieuses, quand tu construis la conversation autour des questions qui minent notre société, ils sont perdus. Voilà le but. On doit exercer l'électrochoc, créer une insurrection morale afin de désenvoûter certains d'entre nous. Parce que j'estime qu'il y a d'autres qui ne sont pas naïveté, d'autres qui sont tachés. Et c'est pour ceux qui ne sont pas naïveté que nous devons exercer cet électrochoc parce qu'ils sont dans l'innops collective. Et sauver cela. Voilà le but. Usine de transformation de manioc à Saint-Mélima d'un coût de 1,2 milliard de francs. On a donné l'argent. Hein? Production annuelle. 480 000 tonnes. Production annuelle. C'était en 2015. Jusqu'en 2024, ça n'existe pas. Vous avez vu les tracteurs. Les herbes poussent. Projet agropole permettant à 1440 tonnes de poissons de Massumbu dans le Cam pour un coût de 1,7 milliard de francs en 2017. Nous sommes en 2024. Ça n'existe pas. Santé pour tous. Eh, l'histoire de santé pour tous. Je me rappelle d'un monsieur Kamdem. Je ne sais pas s'il est vivant encore ce monsieur. Beaucoup de courage, monsieur Kamdem. C'est un homme qui travaille ici, qui était bien installé. Suffisant ici en Europe. Quand il a pris le projet santé, il est descendu au Cameroun. Vous savez quoi? Le régime Biya, avec Activa, l'ont combattu. Le type a perdu tout son argent, tous les prêts qu'il avait fait ici en Europe. Pour la santé, pour tout cela. Je connais ce monsieur. J'avais posé, travaillé sur ce dossier à l'époque. Sur le plan médiatique pour dénoncer ça. Je ne sais plus si le monsieur encore. Monsieur Kamdem, si tu m'écoutes, beaucoup de force. Ce monsieur a été ruiné par le régime en place. Oh, c'était une promesse de campagne. Il dit, hey, mon pays, un patriote, mon pays, non, je dois aider. Il a mobilisé ses fonds propres, prêté de l'argent à des banques ici, aller au Cameroun, croyant en ce projet, santé pour tous en 2000. Il a gagné tout un programme avec toute une équipe. Yaoundé a pris les bêtises, se sont assis dessus. En complicité, Atiba, la société d'assurance au Cameroun, ils ont détruit ça. Le monsieur a été ruiné.
Je ne parle pas de quelqu'un que je connais le monsieur. On s'est rencontrés, on a discuté. Quand le monsieur a vous exposé les larmes, il pleurait. Il a tout écumé, tout supplié. Vous parlez de quoi? Ça n'existe pas. Santé pour tous, en l'an 2000, ça n'a jamais existé. Alors que nous mourons encore du paludisme. Voilà les gens que vous soutenez. Le Belge Préfaraï va doter le Cameroun de son premier tramway en 2014. Vous avez vu. C'était l'autre qui gérait ça. Le délégué du gouvernement là, étonné. Non, pas étonné. Docteur Tonnet. Tu as vu un tramway au Cameroun? Ça n'existe pas. Pas de tramway. Le Cameroun aura son premier hôtel Radisson Blu en 2019. Hey, d'ailleurs, ils sont allés même voir les Radisson Blu. Il n'y a jamais de Radisson Blu. D'ici 2019, l'électricien Cameroun Enio installera 35 MW de soleil dans les régions, voilà, du Nord, etc. Ça n'a jamais existé. Première expérience, ouais, Bamboutos, on a parlé de ça. Projet de construction de l'aéroport de Kribi en 2004. Donc, Kribi, il y avait un projet de construction de l'aéroport à Kribi. Ça n'a jamais existé. Construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du Sud. Nous sommes en 2024, ça n'existe pas. Extension du chemin de fer jusqu'au Tchad. Parce que vous savez, on s'arrête jusqu'en Gaoundéry. Qu'est-ce qui explique que ça ne continue plus jusqu'au Tchad? Alors que c'est un circuit économique très important. Parce qu'il n'y a pas seulement le Tchad. Dans le nord, le Grand Nord, tu as le Tchad, tu as le Nigeria, tu as la Centrafrique. C'est un potentiel économique incroyable. Mais il faut les routes pour ça. Pourquoi ne pas penser à l'extension de ces chemins de fer depuis 42 ans? Pour bien seulement les moyens. Pour diviser les Camerounais. Pour mentir qui combat l'influence française alors que les Français sont plus au pays là. C'est eux qui ont le chemin de fer. Attendez un peu, je bloque quelqu'un, je le guettais depuis. Oh, regarde le plaisir de bloquer. J'ai le plaisir de bloquer cet individu. Je le guettais depuis et je suis fier. Ça fait genre, quand tu bloques quelqu'un comme ça, je le guettais depuis. Grand complexe de transformation de bois. De 30 000. Grand complexe de transformation de bois de 30 000 mètres carrés. D'un diamètre maximal de 1800 mm. Dans une capacité de production annuelle de 1,5 million de planchers et 35 de panneaux par an. Nous sommes en 2024, il n'y a rien. Ah, que le fils là, il va exploiter tout le bois là. L'usine d'engrais Ferrostal sera alimentée par le gisement de Dindé. Nous sommes en 2024, il n'y a rien. Un consortium nigérien va produire. L'aéroport de Douala sera rénové à hauteur de 150 milliards de francs en 2012. Hein. Nous sommes en 2024, il n'y a rien. Projet de 150 pour développer la culture des arbres fruitiers. 178 000 milliards, etc. Il y a tellement, il y a légion. Si je reste là pour vous énumérer, vous allez fuir. Il y a légion. Écoutez, ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à nous rejoindre sur TikTok. Je vais écrire parce que j'ai vu des gens me demander c'est quoi mon profil sur TikTok. Attendez, j'écris juste. Vous faites comme ça. Vous faites Steph Tchumbu. Parce que là-bas, ça va continuer, c'est interactif. Donc, j'ai des camarades qui sont là. Je pense que vous avez vu. Voilà, ça c'est mon TikTok. Donc, venez sur TikTok, vous abonnez à mon compte sur TikTok. Vous allez me retrouver. Donc, on continue le débat de l'autre côté là-bas. Parce que là-bas, vous irez dans des gens qui vont exposer. On va parler des universités, du pétrole, etc., du panafricanisme, du Paul Biya, et tout. C'est très important. Venez là-bas. Et ceux qui veulent donner leur avis, par contre, là, tout le monde est ouvert parce que c'est plus un monologue. Vous voyez? Donc, je vous invite, migrez, vous qui êtes sur Facebook, migrez pour TikTok. Venez. Vous allez donc, on va vous exposer avec des documents parce qu'on ne peut pas le faire ici. C'est un peu très compliqué avec Facebook. Donc, sur TikTok, vous auriez donc avec des documents qu'on va exposer, vous démontrer le bilan de 42 ans de M. Paul Biya. C'est qu'ils esquivent. Ils préfèrent amplifier le tribalisme. Rejoignez-nous sur TikTok. Merci les amis.